Après la première partie de ce cours, qui concernait des généralités sur le système nerveux, et qui nous a permis d'avoir une vue d'ensemble sur le fonctionnement et l'organisation anatomique du système nerveux, nous allons maintenant aborder la partie qui concerne les signaux nerveux. Revenons à notre figure habituelle qui résume de façon schématique la sensorimotricité. Donc, dans notre quotidien, nous captons des informations de l'environnement et de notre corps via des récepteurs sensoriels. Ces informations, elles sont alors intégrées au niveau central, puis perçues pour nous permettre de mettre en place des actes moteurs complexes répondant à nos intentions motrices. Or, les processus nerveux sous-jacents, ils exigent que les différentes parties du système nerveux communiquent entre elles. À la base de cette communication, on retrouve évidemment les neurones qui doivent véhiculer l'information nerveuse le long de leurs axones, mais également transmettre leur message à d'autres neurones. L'objectif de cette partie du cours est donc de comprendre la façon dont cette signalisation nerveuse est rendue possible en étudiant les mécanismes électrochimiques sous-jacents. Dans une première section de cette partie du cours, donc, nous allons essayer de comprendre et d'expliquer les processus responsables de la génération de signaux électriques dans nos neurones. Afin de faciliter la compréhension de cette partie, il convient, dans un premier temps, d'expliquer certaines notions de base concernant les phénomènes électriques, notamment donc les notions de potentiel, de courant et de résistance. Pour cela, je vais prendre l'exemple d'un barrage hydroélectrique qui, grâce à ses vannes, est capable de produire de l'électricité. Lorsque l'on parle du potentiel d'un barrage, plus le volume d'eau qu'il contient est massif, plus son potentiel est important. Bien que l'on parle ici de potentiel électrique, on peut également faire le rapprochement avec le potentiel de destruction. Imaginez que le barrage soit détruit, plus la masse d'eau qu'il retient est importante, plus le degré de destruction des villages ou des habitations de la vallée en contrebas sera important. Maintenant, imaginez que l'on ajuste le degré d'ouverture des vannes pour laisser passer une certaine quantité d'eau, c'est-à-dire que l'on règle les vannes, le degré d'ouverture des vannes pour opposer une résistance particulière à l'écoulement de l'eau du barrage. Plus la masse d'eau retenue par le barrage sera grande, plus le débit d'eau, c'est-à-dire le courant, sera important. Toutefois, au fur et à mesure que le barrage se vide et que la masse d'eau diminue, le courant devient plus faible. C'est ce qu'illustre cette équation. À degré d'ouverture des vannes similaires, donc la résistance, plus la masse d'eau retenue sera importante, et donc plus la différence de potentiel entre le lac et le ruisseau en contrebas sera grand, plus le courant noté I sera important. Vous noterez également que lorsque l'on parle de voltage, on parle d'une différence de potentiel entre deux endroits, que ce soit un câble électrique, un barrage ou comme nous le verrons juste après, entre l'extérieur et l'intérieur d'un neurone. Ainsi, à voltage similaire, en faisant varier la résistance, comme par exemple en modulant le degré d'ouverture des vannes du barrage, on modifie l'intensité du courant. Le courant est plus important quand la résistance est faible, et il est plus faible quand la résistance est grande. Appliquons maintenant ces principes aux neurones. Vous avez représenté ici la membrane plasmique d'un neurone au niveau d'un segment de son axone. Cette membrane, qui est formée d'une bicouche de phospholipides hydrophobes, représente en quelque sorte un barrage qui sépare les milieux extracellulaires et intracellulaires, c'est-à-dire l'extérieur et l'intérieur du neurone. De part et d'autre de cette membrane, on retrouve des molécules chargées électriquement et que l'on appelle les ions. Ces ions, ils présentent naturellement des concentrations différentes entre l'intérieur et l'extérieur du neurone, tout comme il y a plus d'eau dans le lac formé par le barrage que dans le ruisseau en contrebas. Ces différences de concentration ionique, elles créent donc un potentiel électrique. Notez que l'on retrouve des ions chargés positivement, comme le potassium, noté K+, et le sodium, noté Na+, ce sont des cations. Et les ions chargés négativement, que l'on nomme les anions, on retrouve notamment les ions chlorure, notés Cl-. Toutefois, le potentiel électrique qui est créé par cette différence de concentration ionique, il peut varier, car on retrouve au sein de la membrane plasmique des canaux ioniques qu'on peut assimiler aux vannes du barrage, et qui vont, selon certains principes, permettre aux ions de transiter de part et d'autre de la membrane du neurone, et ainsi
faire varier le potentiel électrique du neurone. Continuons avec les notions de base qui vont nous permettre de comprendre la façon dont les neurones peuvent propager des signaux électriques et attardons-nous sur les notions de gradient de concentration chimique et de gradient électrique. D'abord, on parle de gradient de concentration chimique lorsque la concentration d'ions de part et d'autre de la membrane est différente. Vous avez représenté ici une membrane imperméable qui comporte 9 ions K+ à sa gauche et 3 ions K+ à sa droite, avec donc un gradient de concentration en faveur du côté gauche de la membrane. Imaginez maintenant que l'on ouvre des canaux qui vont permettre aux ions de circuler librement de part et d'autre de cette membrane. Eh bien, selon vous, quel phénomène va se produire? Eh bien, naturellement, pour rééquilibrer le nombre d'ions de chaque côté, 3 ions de la partie gauche vont passer du côté droit de la membrane afin que le nombre d'ions soit le même de chaque côté, à savoir 6 à droite et 6 à gauche. Concernant le gradient électrique, il faut juste retenir que les charges positives sont attirées par les milieux chargés négativement, alors que les charges négatives sont attirées par les milieux chargés positivement. Nous allons voir dans les prochaines diapos que ces deux types de gradients interviennent et interagissent au niveau du neurone pour créer des potentiels électrochimiques. Recontextualisons et appliquons maintenant ces différents principes de base aux neurones. Lorsque l'on mesure le potentiel de repos du neurone, c'est-à-dire lorsque le neurone est inactif, on constate qu'il existe une différence de potentiel entre l'extérieur et l'intérieur du neurone, à savoir que l'intérieur du neurone est chargé négativement par rapport à l'extérieur du neurone à hauteur de moins 70 mV. Au repos, il existe en effet une différence de potentiel de 70 mV entre le milieu extra et le milieu intracellulaire, avec un milieu intracellulaire donc chargé négativement par rapport à l'intérieur du neurone. Essayons maintenant d'expliquer pourquoi. Et pour cela, eh bien, nous allons mener une petite expérience. On a ici un petit récipient qui contient une solution et qui est séparé en son milieu par une membrane imperméable, ce qui nous fait donc deux compartiments. Un compartiment intracellulaire à gauche et un compartiment extracellulaire à droite. Dans ces compartiments, on retrouve deux types de cations, c'est-à-dire des ions chargés positivement, à savoir des ions potassium K+ en rouge et des ions sodium Na+ en jaune. À ce moment-là de l'expérience, on constate que l'on a 5 sodium et 5 potassium dans chacun des compartiments, ce qui fait un total de 10 charges positives par compartiment. Il n'y a donc, à cet instant précis, aucune différence de potentiel entre le milieu intra- et extracellulaire, tant d'un point de vue chimique, la concentration d'ions K+ et Na+ est la même de chaque côté, que d'un point de vue électrique. Il y a autant de charges positives des deux côtés de la membrane. Maintenant, on ajoute à cette membrane des pompes ioniques, c'est-à-dire des pompes qui vont activement faire pénétrer les ions K+ en rouge dans le milieu intracellulaire et rejeter des ions Na+ en jaune dans le compartiment extracellulaire. On dit que ce sont des pompes car elles permettent de déplacer les ions contre leur gradient de concentration chimique. D'ailleurs, à ce stade, on constate bien que le gradient de concentration unique des Na+ et des K+ a changé. On retrouve effectivement 8 ions K+ en intracellulaire, contre 2 en extracellulaire. Pour les Na+, on retrouve 2 ions en intracellulaire, contre 8 en extracellulaire. Toutefois, à cet instant, il n'y a toujours pas de différence de potentiel, car on retrouve toujours 10 charges positives en intracellulaire et 10 en extracellulaire. Le voltage est donc toujours fixé à 0. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on retire les pompes et qu'à la place, on insère dans la membrane des canaux ioniques passifs. Donc, contrairement aux pompes, les canaux ioniques passifs, ils laissent diffuser les ions passivement de part et d'autre de la membrane selon leur gradient de concentration chimique. Toutefois, élément primordial, ces canaux ioniques, ils sont spécifiques à chaque ion, c'est-à-dire qu'ils ne laissent passer qu'un seul type d'ion. Là, en l'occurrence, on a ajouté des canaux ioniques qui ne laissent passer que les ions K+, c'est-à-dire que ces canaux ioniques ils sont perméables au K+.
En revanche, ces canaux ils sont imperméables au Na+, ils ne les laissent pas passer du tout. Eh bien, que va-t-il se passer dans ce cas de figure? Une partie des ions K+, qui avaient été pompés dans le compartiment intracellulaire, va naturellement retourner dans le milieu extracellulaire en suivant son gradient de concentration chimique. Par contre, étant donné que l'on n'a pas ajouté de canaux ioniques perméables au Na+, il ne va pas y avoir de mouvement de leur côté. On va donc se retrouver avec un nombre de charges positives plus important à droite, dans le compartiment extracellulaire, ce qui va créer une différence de potentiel de part et d'autre de la membrane, avec 8 charges positives en intracellulaire contre 12 en extracellulaire. Toutefois, comme vous pouvez le constater sur l'image, on ne se retrouve pas, suite à l'ajout des canaux ioniques passifs, à une concentration en K+ parfaitement égale des deux côtés de la membrane. Effectivement, il y en a 6 en intracellulaire contre 4 en extracellulaire. Alors pourquoi, sachant que je vous ai dit qu'en ouvrant des canaux passifs perméables au potassium, eh bien les ions K+ pouvaient diffuser librement selon leur gradient de concentration et donc se rééquilibrer de part et d'autre de la membrane? Eh bien parce que lorsque la différence de potentiel entre les deux côtés de la membrane, eh bien, elle devient trop importante, le gradient électrique s'oppose au flux ionique généré par le gradient de concentration chimique, ce qui tend à empêcher les ions K+ de sortir de l'intérieur du milieu intracellulaire. Dans le neurone, au repos, on retrouve une configuration semblable à celle-ci avec un équilibre électrochimique, c'est-à-dire un équilibre entre le gradient électrique et le gradient chimique, qui se crée et se stabilise à une valeur de moins 70 mV pour l'intérieur du neurone par rapport à l'extérieur du neurone. Grâce à cette expérience, nous avons compris les grands principes du gradient électrochimique et la façon dont les mouvements d'ions transmembranaires peuvent créer des différences de potentiel. Appliquons maintenant ces principes aux neurones pour expliquer cette valeur de potentiel de moins 70 mV au repos. Vous avez représenté ici la membrane axonique du neurone avec le milieu extracellulaire en haut et le milieu intracellulaire en bas. Dans la membrane du neurone sont enchâssés donc des canaux ioniques passifs qui, je vous le rappelle, permettent à une catégorie d'ions spécifiques de diffuser de part et d'autre de la membrane selon son gradient de concentration. On retrouve dans la membrane du neurone des canaux ioniques pour le potassium, K+, et des canaux ioniques perméables au sodium, Na+. Notez qu'il y a également à l'intérieur du neurone de grosses protéines qui sont chargées négativement, notez A- ici, donc A comme anion, et qui concourent énormément au potentiel négatif du neurone. Au repos, la membrane des neurones elle est sélectivement perméable au K+, ce qui permet à ces cations de diffuser à l'extérieur du neurone selon leur gradient de concentration jusqu'à ce que l'équilibre électrochimique dont on parlait juste avant soit atteint. En revanche, la membrane des neurones elle est très peu perméable aux ions Na+, ce qui fait qu'au repos, seuls les ions K+ sont capables de suivre leur gradient de concentration chimique pour s'échapper à l'extérieur de la cellule. C'est donc cette perméabilité sélective au K+ de la membrane qui explique majoritairement ce potentiel de repos. Effectivement, les charges positives contenues dans le K+ permettent au milieu extracellulaire d'être davantage chargé positivement. On retrouve également, enchâssés dans la membrane du neurone, des pompes ioniques qui, à chaque utilisation d'une molécule d'ATP, font sortir 3 Na+ de la cellule pour y faire entrer 2 K+. Donc ces pompes, je vous le rappelle, elles sont différentes des canaux ioniques passifs car elles créent des mouvements d'ions transmembranaires allant contre le gradient de concentration chimique et pour cela, eh bien, elles utilisent de l'énergie, l'ATP. Bilan, à chaque utilisation d'une molécule d'ATP, 3 charges positives sortent de la cellule alors que seulement 2 y entrent, ce qui fait un bilan net d'une charge positive vers l'extérieur car 3 moins 2 égale 1. L'action de cette pompe, eh bien, elle contribue toutefois de façon minoritaire à la négativité du neurone, environ moins 4 mV,
mais représente 30 à 50% de l'énergie consommée par le cerveau, ce qui est énorme. En gros, les neurones, eh bien, ils consomment de l'énergie pour rester au repos. C'est assez contradictoire, mais c'est pourtant la réalité. Pour résumer, il existe au repos une différence de potentiel entre l'intérieur et l'extérieur du neurone qui est de l'ordre de 70 millivolts. Notez toutefois qu'en fonction des neurones, le potentiel de repos peut varier entre moins 60 et moins 90 millivolts. La valeur de ce potentiel est principalement due à des différences de concentration ionique de part et d'autre de la membrane plasmique du neurone. Trois éléments expliquent cette différence de concentration. D'abord, et comme je le disais il y a de cela 2 diapos, le neurone, il contient de grosses protéines qui sont chargées négativement et qui participent fortement à la négativité du milieu intracellulaire. Il y a ensuite cette fuite d'ion K+ hors du neurone, qui est due à la présence de canaux passifs perméables au K+ sur la membrane du neurone au repos. Ce flux sortant de charges positives, eh bien, il concourt également largement à la négativité du milieu intracellulaire. Enfin, comme nous venons de le voir, la pompe qui fait sortir 3Na+ et rentrer 2K+, que l'on nomme par ailleurs la pompe Na+K+ ATPase, explique également la négativité de l'intérieur du neurone.